Bonsoir. Ce soir, je vais continuer ma lecture du livre Histoire de naissance par les usagers de la maternité de Pithiviers et je pense que je vais peut-être pouvoir raconter 2 récits. Je vais commencer avec le premier, qui est celui d'Hélène. C'est un dimanche matin d'automne, le temps s'annonce beau. Depuis toujours, j'ai choisi ce jour pour mettre mon bébé au monde. Je m'éveille alors que les contractions commencent, légères, très espacées, agréables à ressentir. Quand nous quittons notre maison nichée au creux de son coteau, je me retourne une dernière fois et la contemple longuement. Je suis immobile dans la cour, submergée par le sentiment un peu angoissant que rien ne sera comme avant quand nous reviendrons. Nous serons 3. Un petit être que nous attendons depuis 9 mois fera partie intégrante de notre vie. Je me sens prête pour la grande aventure. Je suis calme, sereine. Nous habitons loin de Pithiviers et en fin de trajet, les contractions deviennent plus fortes et plus douloureuses. Lorsque nous arrivons en fin d'après-midi, la maternité est silencieuse, presque déserte. Nous avons du temps, Philippe et moi, pour nous promener dans le jardin de l'hôpital. La douleur s'amplifie et nous demandons qu'on remplisse la piscine. L'eau est brûlante. Je m'étonne de tolérer une telle chaleur. Des images burlesques me traversent la tête. J'imagine que Philippe et moi sommes des crustacés à la carapace ébouillantée par cette eau brûlante. Je prends rapidement la position agenouillée pendant les contractions. J'appuie mon front sur le rebord de la piscine et commence à trouver le temps long. Comme c'est douloureux. Je regarde mon ventre, énorme comme un ballon d'enfant que l'on gonfle jusqu'à la limite d'éclatement. Et j'imagine mon bébé qui lutte pour venir au monde. Quelle tempête dans mon corps, quel remue-ménage dans ce ventre. Je sais déjà la couleur des cheveux de mon enfant. Ils sont noirs. Philippe les a vus lors de l'examen que Michel Audin m'a fait 1 heure avant. Je suis jalouse de Philippe. Il a vu. C'est moi qui souffre et c'est lui qui connaît déjà avant moi un bout du physique de notre bébé. Je trouve cela injuste. Le travail est long, douloureux. Je veux rester dans la piscine car soudain je n'ai plus le courage de bouger. Il faudrait que je sorte, que je marche. Je refuse, je me bute. Philippe et la sage-femme m'encouragent à quitter l'eau. J'y arrive, soutenue par eux 2. La douleur m'envahit, me submerge et enfin me fait crier et appeler en une longue plainte ma mère. C'est un cri instinctif que je n'ai pu contrôler, venu du plus profond de moi. C'est aussi un cri de révolte contre cette douleur que je trouve trop intense et trop longue. Nous nous enveloppons, Philippe et moi, chacun dans un grand drap blanc, et commençons à marcher dans le couloir. La nuit est profonde, le silence aussi. La marche m'est pénible, heureusement que Philippe me soutient. Nous faisons halte devant chaque portrait de bébé exposé dans le couloir, et nous nous demandons à qui le nôtre ressemblera. Je surprends nos reflets dans les vitres. Nous avons l'air de fantômes, et cette idée me fait rire. Philippe, grande silhouette drapée de blanc, et moi accroché à lui, énorme. Je ressemble à une tour. La douleur devient telle que je me tapis dans l'angle du couloir. J'ai soudain l'impression d'être une bête traquée. Je me replie sur moi-même. Je suis accroupie dans un coin. Je refuse tout contact, tout encouragement. Je n'ai qu'une idée en tête, que la douleur cesse. L'animatrice des groupes auxquels nous participions me demande au téléphone et je ne peux que lui répondre, lui répéter « j'ai mal, j'ai mal ». J'ai envie d'abandonner. Mais abandonner quoi ? Je suis habitée par une force beaucoup plus puissante que moi qui chamboule tout dans mon corps. Le temps passe et enfin Michel Audin nous dit d'aller au port d'attache. La salle sauvage nous accueille, paisible, chaude et réconfortante. Le contraste est saisissant entre elle et l'immense couloir noir prolongé par l'obscurité de la nuit. C'est un havre de paix, cette pièce. Elle me rassure, tout comme les mains de la sage-femme qui me masse les doigts de pied quand je dis que j'ai des crampes. Je m'allonge entre elle et Philippe. Je sens physiquement leur présence. Je les respire et arrive maintenant à m'assoupir entre 2 contractions pourtant très rapprochées. Philippe me masse le dos, les jambes. Est-ce une impression ? Je crois qu'il est comme moi, prêt à recevoir maintenant notre bébé, libéré de toute défense. Lui aussi est nu entre guillemets devant moi, fort et fragile. Il a quitté cette aire gauche et un peu embarrassé qu'il avait encore dans la piscine. Il fait exactement, instinctivement les gestes que j'attends de lui. Nous nous aidons mutuellement maintenant. Nous avons su et pu nous trouver pour ne former qu'un seul être. Tout comme moi, Philippe pourrait lui aussi enfanter. Je ne vois plus aucune différence entre nous. Il pourrait être mère comme je suis en train de le devenir. Il me fait les plus belles déclarations d'amour que j'ai jamais entendues. Il me trouve belle en train d'enfanter, désirable. Il a envie de me faire l'amour. Je suis accroupie, j'ai tâté entre mes cuisses la poche des os qui soudain éclate et m'inonde les pieds d'un liquide chaud comme de l'urine. Philippe est accroupi devant moi. Je suis entre ses jambes et prends appui sur ses cuisses pour pousser. Une violente brûlure me surprend comme un fer rouge plaqué sur mon sexe. Encore une douleur différente.
C'est la tête de mon bébé qui s'engage. La sage-femme m'encourage, car cette nouvelle douleur me rebute à nouveau. Je pousse encore, et j'aperçois émerveillée la tête sortir. Je ris et pleure à la fois. Je touche, j'ai besoin de sentir autant que de voir. Ce petit museau qui s'avance, cette épaule qui se dégage et ce corps tout entier qui glisse de moi et vient entre nos mains mêlées. C'est notre bébé. Il repose maintenant à terre sur un petit coussin. Et nous contemplons, bouleversés, notre enfant, couleur de lune, qui ne nous a pas encore révélé son sexe, son grand secret, son premier secret. Nous passons légèrement un doigt entre ses jambes et découvrons notre petite Julie. Léchée, caressée, baignée, mise au sein, Julie nous répond par de gros soupirs d'aise. Nous engageons un vrai dialogue avec elle. J'aimerais bien passer maintenant à la suivante, donc qui est un autre récit qui s'intitule « Pourquoi Pithiviers ?» Plus que 30 kilomètres, Louris, chieur au bois, la voiture file, il fait nuit, on va vite, trop vite, les contractions se rapprochent. Dans 3 heures, dans 4 heures, je le connaîtrai peut-être. Aïe, aïe, mes doigts s'enfoncent dans la moleskine du siège, encore 15 kilomètres. Ah, enfin cette grande courbe de Pithiviers, son miel, ses alouettes, pour moi, sa maternité. Ouf, ça y est, il ne naîtra pas dans la voiture. Enfin, cette façade un peu grise, très banale d'un hôpital public avec ses 3 services, chirurgie, médecine générale, maternité. Chaque année, entre 800 et 1000 naissances ont lieu ici, ce qui est bien sûr sans rapport avec la taille de l'agglomération. Chef de service, Michel Audin. Comment en est-on arrivé là? Rien ne prédestinait la maternité de Pithiviers à devenir célèbre dans le monde entier. Or, on ne peut plus nier l'apport de l'équipe de Pithiviers à l'obstétrique contemporaine. Sa situation géographique exclut d'emblée l'hypothèse d'un lieu à la mode, de parisianisation. 80 km de Paris, c'est beaucoup pour accoucher. Même si, l'expérience le prouve, beaucoup de femmes n'hésitent pas à en faire des centaines pour y venir. Nous ne sommes pas non plus dans un lieu auquel est attaché a priori un label en matière d'obstétrique. Enfin, le fait qu'il s'agisse d'un hôpital public exclut l'aspect financier qu'aurait pu avoir le monnayage de telle ou telle méthode. Il serait confortable et bien pratique de pouvoir écrire ici l'histoire d'une méthode Pithiviers. Mais là survient la difficulté, car on est bien loin d'une méthode, d'une théorie conçue a priori. Tout est centré sur un va-et-vient constant entre théorie et pratique. L'histoire de la maternité de Pithiviers, c'est un peu l'histoire d'un regard différent. En 1962, le docteur Audin, après un séjour en Afrique du Nord et en Guinée, prend la responsabilité du service de chirurgie et en même temps se voit confier ce petit service de maternité. Il est chargé d'intervenir quand les 2 sages-femmes qui en assurent le fonctionnement ne peuvent faire face à tel ou tel problème. Regard médical, un peu extérieur, de quelqu'un que rien au départ ne destinait à la gynécologie obstétrique, mais qui faisait déjà par ailleurs un travail de réflexion et de simplification raisonnée des pratiques chirurgicales. Regard de chirurgien donc, ni centré sur la femme, comme l'est en principe celui d'un gynécologue, ni centré sur l'enfant, comme pourrait l'être celui d'un pédiatre. Or, c'est ce regard de chirurgien qui va déterminer l'évolution de la pratique de la maternité. Non pas, comme on pourrait le craindre, en multipliant le nombre des interventions et des césariennes, mais paradoxalement, en posant le problème de la genèse des maladies qui plus tard nécessiteront une intervention chirurgicale telle que les rectocolites, hémorragiques, ulcères, etc. Pathologies qui pourraient éventuellement trouver leurs origines dans une perturbation de la relation mère-enfant dès la naissance. Volonté de comprendre cette corrélation qu'il peut y avoir entre la maladie de l'adulte et la première enfance, les premières expériences de la vie, mais aussi volonté d'établir des ponts entre différents aspects de la médecine, de considérer la maladie dans sa globalité, de considérer que la vie est un tout. Regard neuf chez cet homme, calme, au sourire énigmatique, au silence parfois troublant, qui cache mal une sensibilité évidente, attitude d'observation plutôt que mythe du faire, de l'action, de l'intervention. Mais aussi écoute, réceptivité à d'autres langages, à d'autres cultures. C'est ainsi que de plus en plus fréquemment, des femmes maghrébines viennent accoucher à Pithiviers, parce qu'elles savent qu'elles seront bien acceptées, que tout sera fait pour éviter la césarienne, ce qui, pour ces femmes, est particulièrement important. Attitude d'accueil sans doute influencée par ce séjour en Guinée et en Algérie qui l'avait amené à voir des femmes accoucher différemment et sensibilisée à cet aspect culturel de l'accouchement. Respect de la femme dans ses désirs, dans ses besoins, dans sa sexualité. On ne peut que retrouver là la trace de cette démarche militante au planning familial. Pithiviers a été, en effet,
un des premiers centres de planification à fonctionner, l'équipe ayant été très vite sensible à l'importance de cette dissociation enfin possible entre procréation et plaisir. Traduction de cette ouverture, de cette acceptation d'une démarche de plaisir qui trouve aussi sa place dans la naissance. Regard sur ce lien trop souvent nié entre naissance et sexualité, tant pour la mère que pour le bébé, en insistant sur la possibilité de l'établissement d'une relation de plaisir entre la mère et le nouveau-né. Véritable changement de modèle par rapport au regard doloriste que l'on porte habituellement sur l'accouchement, en isolant toujours le problème de la douleur, comme s'il existait une douleur en soi, en niant sa diversité, sa signification et l'expérience intime qu'elle contient au même titre qu'une douleur morale. C'est sans doute par cette démarche différente, qui considère la vie émotionnelle comme un tout, que Pithiviers heurte le plus. Reconnaître l'expérience du plaisir, c'est aussi reconnaître celle de la douleur. C'est aussi écouter l'angoisse qui s'y exprime. Il est d'autre part indéniable que la démarche de Pithiviers a été très influencée par la pensée d'Illich et sa réflexion critique sur les médecines occidentales. Très tôt, l'équipe s'est interrogée sur les limites de certaines habitudes, sur le pourquoi de certains gestes, par exemple percer la poche des dos prématurément, mettre systématiquement des gants, etc. L'équipe a grandi peu à peu, chaque sage-femme apportant un peu de sa personnalité et constituant chacune comme une pierre de cette maternité différente. Elles sont actuellement 7 à travailler à la maternité, les équipes se renouvelant toutes les 48 heures, ce qui permet aux femmes d'être suivies pendant tout le travail par une même sage-femme et, de toute façon, de ne pas être perturbées par les changements d'équipe. Ainsi, en 1974, cette équipe était parfaitement mûre pour recevoir et entendre, dans toutes ses implications, le message de Frédéric Leboyer, sans le réduire à quelques recettes que l'on pourrait superposer à n'importe quelle méthode. Mais en tentant de rendre à la naissance toute sa dimension spirituelle, sans par ailleurs négliger les impératifs de la sécurité, comme le montreront les études qui suivent sur les risques de la naissance à Pithiviers. Ainsi, cette maternité est devenue un lieu où autre chose était possible. La nouvelle s'est vite répandue. Les femmes sont venues y accoucher en fonction de ce qu'elles voyaient, de ce qu'elles mettaient dans le texte de Frédéric Leboyer. Chaque femme, chaque couple apportant son histoire. Le fait qu'on ne soit pas limité à l'aspect réducteur d'une méthode, baigner les enfants, baisser la lumière, a conduit les femmes à utiliser cette liberté, à retrouver confiance dans leur corps. Ainsi, la position dorsale s'est-elle vite vue remise en cause. Les femmes ont trouvé d'elles-mêmes d'autres positions, à genoux, debout, accroupies. En 1976, c'était l'installation de la fameuse salle sauvage, expression provocante pour désigner un lieu où rien n'est provoquant, où rien n'agresse la femme comme dans une salle d'obstétrique classique. Ici, tout est douceur. Le mobilier est très sobre. Simple estrade de bois recouverte de matelas, de coussins, refuge ou exutoire pour vider sa peur, sa colère, sa douleur. Sur le côté, une chaise d'un beau bois blanc. Meuble moderne ou meuble spécialisé. En fait, chaise d'accouchement étudiée, découpée spécialement, mais même cette spécificité sait se faire discrète. Lieu chaleureux, convivial, par excellence. Touchante simplicité d'une pièce qui pourrait exister n'importe où. Autorisation d'un merveilleux fantasme, celui d'accoucher un peu comme on ferait l'amour, reconnaissance explicite qu'il peut y avoir la même intensité d'amour et d'émotion dans les deux actes. Lieu permissif par excellence, où rien n'incite à une position, à une attitude plus qu'à une autre, où rien ne semble interdit ou suggéré. Lieu d'intimité pour les couples, de tendresse, lieu de communication, de complicité entre femmes et sages-femmes. Mais aussi lieu de promiscuité avec l'eau. La salle sauvage et la salle où se trouve la piscine communiquent. C'est en 1979 qu'on a commencé à utiliser de plus en plus fréquemment l'action de l'eau chaude pour faciliter le travail par l'intermédiaire de la piscine. Tout d'abord, les femmes allaient dans la piscine pour se détendre parce que la perception de la douleur y était différente, parce qu'on s'apercevait bien de ce rôle symbolique de l'eau pendant l'accouchement, eau qui peut être le symbole de la mère. Puis, il est arrivé que tout naturellement, des bébés naissent dans l'eau, simplement parce que leur mère n'avait ni le temps ni l'envie d'en sortir. Sans que ce soit jamais donné comme but de faire naître des bébés dans l'eau, mais sans que cela soit dangereux non plus. Pithiviers aujourd'hui, c'est tout cela. Mais ça n'est ni la salle sauvage, ni l'endroit où l'on accouche accroupi.
ni l'endroit où l'on est dans l'eau. Aucune femme ne sait lorsqu'elle arrive pour accoucher ce que Pithiviers sera pour elle, et peu importe. Peu à peu, la maternité est devenue un lieu de vie. Chaque soir de la semaine ou presque est marqué par une réunion. Marie-Louise Aucher fut en 1976 à l'origine des groupes de chant du mardi. Ses travaux de psychophonie montrent combien l'exercice du chant est propre à réaliser l'épanouissement humain et l'harmonie vitale. Le fœtus perçoit très tôt les vibrations sonores. Ces groupes sont maintenant animés par Josiane Barbier, et c'est toujours avec le même plaisir que futures mères et futurs pères se retrouvent autour du piano. Le mercredi soir, des rencontres sont animées par un pédiatre. Le jeudi, yoga et maternité, ainsi que la réunion d'information animée par le docteur Audin. Le vendredi fut très tôt dévolu à un groupe d'échange entre nouveaux parents et futurs parents. Ce fut d'abord le groupe de Juliette, animé par une psychologue de formation psychanalytique, qui avait elle-même accouché à Pithiviers. Ce groupe est maintenant animé par une monitrice de la Leche League, tant la nécessité de parler de l'allaitement dans la période postnatale est importante, et par des membres de l'association des usagers. Chaque activité change, évolue en fonction des besoins, des disponibilités, des évolutions personnelles de chacun. L'essentiel étant souvent, pour les futures mères, de se familiariser avec les lieux. C'est ainsi que nous décrivons Pithiviers en 1984. Mais rien n'est figé, cadré à tout jamais. Pithiviers, c'est aussi ce grand sourire émerveillé dont on gratifie chaque naissance en oubliant que c'est peut-être la 15 millième d'une carrière. Mais à Pithiviers, c'est toujours la première fois. Pithiviers émane bien de cette jeunesse qui triomphe de la mort des habitudes. Je crois que j'ai envie de poursuivre avec ce qui vient ensuite, qui est un texte de Suzanne Colson. Réflexions et propos sur les rencontres du vendredi soir. Ces fameuses rencontres qui étaient le groupe de chant, le yoga, la réunion d'information, qui permettaient donc de fréquenter la maternité. Et donc les femmes, les couples et les familles s'y sentaient un peu comme chez eux, comme à la maison. Une expérience familiale de maternité est aujourd'hui très à la mode. Souvent, pour en jouir pleinement, le couple souhaitera profiter des 9 mois d'attente qui constituent une période privilégiée de réflexion pour mieux définir ses besoins uniques et comment les satisfaire. L'expérience d'accouchement fait partie intégrante de la sexualité de la femme, qui peut y acquérir la confiance et l'affirmation de soi, et qui peut y apprendre à se sentir à l'aise avec le fonctionnement naturel de son corps. Les rencontres du vendredi soir donnent un lieu à cette réflexion du couple, voire de la famille, où cette réflexion donc peut s'accomplir, et si elle ne préconise pas une préparation à l'accouchement, dans le sens où ces termes sont aujourd'hui associés à une méthode, mettant en œuvre des techniques précises par la relaxation, la respiration, l'expulsion, et où les règles du jeu sont annoncées à l'avance et suivies scrupuleusement, elles permettent de se mettre dans une disposition favorable au but que l'on se propose d'atteindre. On peut se demander quelles sont les dispositions, quels sont les buts de la maternité. Et c'est précisément cette question qui rend les rencontres intéressantes. Parce que s'il y a respect de la femme, de son corps, de sa sexualité à la maternité de Pithiviers, il n'en est pas donné de définition. Chaque femme ou couple forme sa propre conception en fonction de ses idées, de ses connaissances, de son environnement et de ses besoins du moment. Ainsi parlons-nous de philosophie personnelle, de mode de vie, de croyances, d'applications pratiques possibles, mais jamais de vérité universelle. Pourtant, il y a certains sujets de réflexion communs à tous les couples qui attendent un bébé. Les femmes enceintes se posent des questions. Qu'est-ce que l'on ressent pendant le travail et l'expulsion ? Qu'est-ce qu'accoucher instinctivement et naturellement ? Est-ce qu'accoucher naturellement fait mal ? Comment vais-je pouvoir supporter la douleur ? Comment bébé va-t-il pouvoir sortir ? Est-ce que je vais être déchirée ? Est-ce que je vais pouvoir y arriver ? C'est pendant ces 9 mois d'attente que la femme peut vivre toute la gamme des émotions de préparation. Elle peut imaginer, rêver, méditer, anticiper, craindre. Et le partage en groupe va confirmer que tout ce qu'elle vit est normal et nécessaire. L'absence des procédures mises en œuvre, le rasage, la perfusion, la nécessité de rester au lit pendant le travail, etc., peut parfois dérouter le couple. Que dois-je faire ? Se demande-t-il en arrivant au début du travail. La liberté d'une approche basée sur l'observation, le suivi visuel, l'attente, l'encouragement doux, la considération, le support psychologique, demande parfois un moment d'adaptation. Le couple peut souhaiter jouer lui-même un plus grand rôle. Il peut chercher à l'extérieur la force qu'il lui faut trouver en soi.
Le fait d'avoir évoqué et discuté cette phase avant l'accouchement peut faciliter la découverte de la force intérieure qui canalisera son énergie et fera avancer son accouchement. Cette force permettra à la femme d'assumer la transformation nécessaire pour qu'elle se sente en harmonie avec son environnement, pour laisser son corps s'ouvrir. Les témoignages des couples récemment accouchés apportent aux rencontres du vendredi soir un équilibre aux espérances et appréhensions des femmes enceintes. Parler du vécu de l'accouchement aide femmes et maris à faire la synthèse et à intégrer le travail et l'expulsion tel qu'ils l'avaient imaginé, avec la réalité. L'accouchée vient à la rencontre sensible, douce, tendre, vulnérable, parfois déçue par certains aspects de son accouchement. Le mari arrive souvent avec son bébé dans les bras, fier et touché par sa participation et tout ce qu'il vient de vivre. La rencontre va leur permettre de faire le bilan, avant l'oubli inévitable des réalités physiques intenses, des contradictions, du plaisir et de la douleur. Ces témoignages rassurent la femme enceinte et facilitent sa compréhension du fait que l'événement n'est pas entièrement prévisible, que l'accouchement ne se passera pas exactement selon son désir et sa volonté. Il lui montre aussi que l'accouchement, même s'il se déroule dans de bonnes conditions, n'est pas facile. Il lui démontre comment certaines femmes ont fait face à la peur et à la douleur. Elles ont pris en charge leur accouchement en adoptant des positions différentes pendant le travail et pendant l'expulsion, en marquant des préférences d'environnement, clarté, ombre, en accouchant sous l'eau en piscine, en s'appuyant sur diverses personnes, désir de présence de la sage-femme, d'un ami, du médecin, d'un conjoint. La certitude que l'accouchement est une fonction naturelle, et l'assurance que le corps de la femme est capable de faire ce travail facilite l'attachement avec son bébé, lien d'amour tissé par l'effort physique intense et un contact intime ininterrompu. Le bébé est respecté dans son individualité. Sujet, il a des besoins prioritaires au lieu d'être un objet, bénéficiant des dernières techniques obstétricales. Le corps soignant à la maternité de Pithiviers semble savoir instinctivement que parents et bébés tombent amoureux les uns des autres à leur façon et qu'ils n'ont besoin que de temps, de liberté, de pouvoir se sentir et se ressentir, de l'espace et de la paix pour le faire. Ainsi s'instaure une atmosphère où une certaine puissance parentale est libérée. Exprimer sa conviction dans une forme de maternage, réaliser une expérience d'accouchement positive renforce l'image de soi et agissent comme un catalyseur très fort pour pouvant aider les parents à assumer et à s'adapter à leur nouveau rôle. Le respect du cycle reproductif, conception, grossesse, accouchement et allaitement, trouvé à la maternité de Pithiviers, apporte une aide précieuse à l'épanouissement de la femme. Ainsi se créent, comme des maillons d'une chaîne, des traits d'union continue physique entre la mère et son bébé qui leur sont uniques et nécessaires. Aussi, beaucoup de femmes trouvent-elles que les sensations des différentes phases du cycle reproductif se ressemblent. C'est-à-dire que concevoir son bébé, le pousser au monde et éjecter son lait pour lui ou elle sont si agréables et apportent un plaisir intense qui fortifie et augmente une relation d'amour. Et je vais raconter, je pense, une dernière pour ce soir, qui est un poème qui s'intitule Naissance et qui est de Marie. Corps brisé, corps tordu, corps possédé par une volonté autre, sorcellerie de la nature dominatrice, aux frontières de la vie, aux frontières de la mort. Souvenir d'une autre tempête plus ancienne, cri jaillissant du profond de la terre, douceur de la peau arrachée à la peau et qui lui est rendue, émerveillement devant l'absolue sérénité de ce premier regard. Nous avons échappé ensemble au raz-de-marée, prends-moi dans tes bras, je te consolerai de m'avoir perdu. Sur ce, à la prochaine.